Bonsoir à tous, bienvenue sur D8. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Alors ce soir, cette nuit, c'est avec Marcel Proust que nous allons partir en vadrouille, puisqu'en effet, je vais avoir le plaisir d'entamer la lecture de À l'ombre des jeunes filles en fleurs, la deuxième partie du célèbre triptyque À la recherche du temps perdu. Voilà, À l'ombre des jeunes filles en fleurs, et donc la suite du côté de chez Swann. Première partie. Autour de Madame Swann. Ma mère, quand il fut question d'avoir pour la première fois Monsieur de Norpois à dîner, ayant exprimé le regret que le professeur Cottard fût en voyage et qu'elle-même eût entièrement cessé de fréquenter Swann, car l'un et l'autre eussent sans doute intéressé l'ancien ambassadeur, mon père répondit qu'un convive éminent, un savant illustre comme Cottard, ne pouvait jamais mal faire dans un dîner, mais que Swann, avec son ostentation, avec sa manière de crier sur les toits ses moindres relations, était un vulgaire esbroufeur que le marquis de Norpois eût sans doute trouvé, selon son expression, puant. Or, cette réponse de mon père demande quelques mots d'explication. Certaines personnes, se souvenant peut-être d'un Cottard bien médiocre et d'un Swann poussant jusqu'à la plus extrême délicatesse en matière mondaine, la modestie et la discrétion. Mais pour ce qui regarde celui-ci, il était arrivé qu'au fils Swann, et aussi au Swann du jockey, l'ancien ami de mes parents avait ajouté une personnalité nouvelle, et qui ne devait pas être la dernière, celle de Marie d'Odette. Adaptant aux humbles ambitions de cette femme l'instinct, le désir, l'industrie qu'il avait toujours eu, il s'était ingénié à se bâtir, fort au-dessous de l'ancienne, une position nouvelle et appropriée à la compagne qu'il occuperait avec lui. Or, il s'y montrait un autre homme, puisque, tout en continuant à fréquenter seul ses amis personnels, à qui il ne voulait pas imposer Odette quand il ne lui demandait pas spontanément à la connaître, c'était une seconde vie qu'il commençait, en commun avec sa femme, au milieu d'êtres nouveaux. On eût encore compris que pour mesurer le rang de ceux-ci et par conséquent le plaisir d'amour-propre qu'il pouvait éprouver à les recevoir, il se fût servi, comme point de comparaison, non pas des gens les plus brillants qui formaient sa société avant son mariage, mais des relations antérieures d'Odette. Mais même quand on savait que c'était avec d'inélégants fonctionnaires, avec des femmes tarées, parures des bals de ministère qu'il désirait de se lier, on était étonné de l'entendre, lui qui autrefois et même encore aujourd'hui dissimulait si gracieusement une invitation de Twickenham ou de Buckingham Palace, faire sonner bien haut que la femme d'un sous-chef de cabinet était venue rendre sa visite à Madame Swann. On dira peut-être que cela tenait à ce que la simplicité du Swann élégant n'avait été chez lui qu'une forme plus raffinée de la vanité et que, comme certains Israélites, l'ancien ami de mes parents avait pu présenter tour à tour les états successifs par où avaient passé ceux de sa race, depuis le snobisme le plus naïf et la plus grossière goujaterie, jusqu'à la plus fine politesse. Mais la principale raison, et celle-là applicable à l'humanité en général, était que nos vertus elles-mêmes ne sont pas quelque chose de libre, de flottant, de quoi nous gardions la disponibilité permanente. Elles finissent par s'associer si étroitement dans notre esprit avec les actions à l'occasion desquelles nous nous sommes fait un devoir de les exercer, que si surgit pour nous une activité d'un autre ordre, elle nous prend au dépourvu et sans que nous ayons seulement l'idée qu'elle pourrait composer la mise en œuvre de ces mêmes vertus. Swann, empressé avec ces nouvelles relations et les citant avec fierté, était comme ces grands artistes modestes ou généreux qu'ils se mettent à la fin de leur vie à se mêler de cuisine ou de jardinage, étalent une satisfaction naïve des louanges qu'on donne à leurs plats ou à leurs plates-bandes pour lesquels ils n'admettent pas la critique, qu'ils acceptent aisément s'il s'agit de leur chef-d'œuvre. Ou bien qui, donnant une de leurs toiles pour rien, ne peuvent en revanche sans mauvaise humeur perdre 40 sous au domino.
Quant au professeur Cottard, on le reverra longuement, beaucoup plus loin, chez la patronne, au château de la Raspelière. Qu'il suffise actuellement à son égard de faire observer d'abord ceci. Pour Swann, à la rigueur, le changement peut surprendre puisqu'il était accompli et non soupçonné de moi quand je voyais le père de Gilberte aux Champs-Élysées. Ou d'ailleurs, ne m'adressant pas la parole, il ne pouvait faire étalage devant moi de ses relations politiques. Il est vrai que s'il l'eût fait, je ne me fusse peut-être pas aperçu tout de suite de sa vanité, car l'idée qu'on s'est faite longtemps d'une personne bouche les yeux et les oreilles. Ma mère, pendant 3 ans, ne distingua pas plus le phare qu'une de ses nièces se mettait aux lèvres que s'il eût été invisiblement dissous dans un liquide. Jusqu'au jour où une parcelle supplémentaire ou bien quelque autre cause amena le phénomène appelé sursaturation. Tout le phare non aperçu cristallisa et ma mère, devant cette débauche soudaine de couleur, déclara, comme on eût fait à Combray, que c'était une honte et cessa presque toute relation avec sa nièce. Mais pour Cottard, au contraire, l'époque où on l'a vu assister au début de Swann chez les Verdurins était déjà assez lointaine. Or, les honneurs, les titres officiels viennent avec les années. Deuxièmement, on peut être illettré, faire des calembours stupides et posséder un don particulier qu'aucune culture générale ne remplace, comme le don du grand stratège ou du grand clinicien. Ce n'est pas seulement en effet comme un praticien obscur, devenu à la longue notoriété européenne, que ses confrères considéraient Cottard. Les plus intelligentes d'entre les jeunes médecins déclarèrent, au moins pendant quelques années, car les modes changent étant nées elles-mêmes du besoin du changement, que si jamais ils tombaient malades, Cottard était le seul maître auquel ils confieraient leur peau. Sans doute, ils préféraient le commerce de certains chefs plus lettrés, plus artistes, avec lesquels ils pouvaient parler de Nietzsche, de Wagner. Quand on faisait de la musique chez Madame Cottard, aux soirées où elle recevait, avec l'espoir qu'il devint un jour doyen de la faculté, les collègues et les élèves de son mari, celui-ci, au lieu d'écouter, préféraient jouer aux cartes dans un salon voisin. Mais on vantait la promptitude, la profondeur, la sûreté de son coup d'œil, de son diagnostic. En troisième lieu, en ce qui concerne l'ensemble de façons que le professeur Cottard montrait à un homme comme mon père, remarquons que la nature que nous faisons paraître dans la seconde partie de notre vie n'est pas toujours, si elle l'est souvent, notre nature première développée ou flétrie, grossie ou atténuée. Elle est quelquefois une nature inverse, un véritable vêtement retourné. Sauf chez les Verdurins qui s'étaient engoués de lui, l'air hésitant de Cottard, sa timidité, son amabilité excessive, lui avaient dans sa jeunesse valu de perpétuels brocards. Quel ami charitable lui conseilla l'air glacial? L'importance de sa situation lui rendit plus aisé de le prendre. Partout, sinon chez les Verdurins où il redevenait instinctivement lui-même, il se rendit froid, volontiers silencieux, péremptoire, quand il fallait parler. N'oubliez pas de dire des choses désagréables. Il put faire l'essai de cette nouvelle attitude devant des clients qui, ne l'ayant pas encore vu, n'étaient pas à même de faire des comparaisons et eussent été bien étonnés d'apprendre qu'il n'était pas un homme d'une rudesse naturelle. C'est surtout à l'impassibilité qu'il s'efforçait, et même dans son service d'hôpital. Quand il débitait quelques-uns de ces calembours qui faisaient rire tout le monde, du chef de clinique au récent externe, il le faisait toujours sans qu'un muscle bougeât dans sa figure, d'ailleurs méconnaissable depuis qu'il avait rasé barbe et moustache. Disons pour finir qui était le marquis de Norpois. Il avait été ministre plénipotentiaire avant la guerre et ambassadeur au 16 mai. Et malgré cela, au grand étonnement de beaucoup, chargé plusieurs fois depuis de représenter la France dans des missions extraordinaires, et même comme contrôleur de la dette en Égypte où, grâce à ses grandes capacités financières, il avait rendu d'importants services, par des cabinets radicaux qu'un simple bourgeois réactionnaire se fut refusé à servir, et auquel le passé de M. de Norpois, ses attaches,
Ses opinions eussent dû rendre le respect. Mais ces ministres avancés semblaient se rendre compte qu'ils montraient par une telle désignation quelle largeur d'esprit était la leur dès qu'il s'agissait des intérêts supérieurs de la France, se mettaient hors de pair des hommes politiques en méritant que le journal des débats lui-même les qualifiât d'hommes d'État et bénéficiait enfin du prestige qui s'attache à un nom aristocratique et de l'intérêt qu'éveille comme un coup de théâtre un choix inattendu. Et il savait aussi que ces avantages, il pouvait, en faisant appel à M. de Norpois, les recueillir sans avoir à craindre de celui-ci un manque de loyalisme politique contre lequel la naissance du marquis devait non pas les mettre en garde, mais les garantir. Et en cela, le gouvernement de la République ne se trompait pas. C'est d'abord parce qu'une certaine aristocratie, élevée dès l'enfance à considérer son nom comme un avantage intérieur que rien ne peut lui enlever, et dont ses pères ou ceux qui sont de naissance plus haute encore connaissent assez exactement la valeur, c'est qu'elle peut s'éviter, car il ne lui ajouterait rien, les efforts que, sans résultat ultérieur appréciable, font tant de bourgeois pour ne professer que des opinions bien portées et ne fréquenter que des gens bien pensants. En revanche, soucieuse de se grandir aux yeux des familles princières ou ducales au-dessous desquelles elle est immédiatement située, cette aristocratie sait qu'elle ne le peut qu'en augmentant son nom de ce qu'il ne contenait pas, de ce qui fait qu'à nom égal, elle prévaudra. Une influence politique, une réputation littéraire ou artistique, une grande fortune. Et les frais dont elle se dispense à l'égard de l'inutile obro recherché des bourgeois et de la stérile amitié duquel un prince ne lui saurait aucun gré, elle les prodiguera aux hommes politiques, fussent-ils francs-maçons, qui peuvent faire arriver dans les ambassades ou patronner dans les élections, aux artistes ou aux savants dont l'appui aide à percer dans la branche où ils priment, à tous ceux, enfin, qui sont en mesure de conférer une illustration nouvelle ou de faire réussir un riche mariage. Mais en ce qui concernait M. de Norpois, il y avait surtout que, dans une longue pratique de la diplomatie, il s'était imbu de cet esprit négatif, routinier conservateur, dit esprit de gouvernement, et qui est en effet celui de tous les gouvernements, et en particulier sous tous les gouvernements, l'esprit des chancelleries. Il avait puisé dans la carrière l'aversion, la crainte et le mépris de ces procédés plus ou moins révolutionnaires, et à tout le moins incorrects que sont les procédés des oppositions. Sauf chez quelques illettrés du peuple et du monde, pour qui la différence des genres est lettre morte, ce qui rapproche, ce n'est pas la communauté des opinions, c'est la consanguinité des esprits. Un académicien du genre de Le Gouvet, qui serait partisan des classiques, eût applaudi plus volontiers à l'éloge de Victor Hugo par Maxime Ducamp ou Mézières qu'à celui de Boileau par Claudel. Un même nationalisme suffit à rapprocher Barrès de ses électeurs qui ne doivent pas faire grande différence entre lui et M. Georges Berry, mais non de ceux de ses collègues de l'Académie qui, ayant ses opinions politiques mais un autre genre d'esprit, lui préféreront même des adversaires comme messieurs Ribot et Deschanel, dont à leur tour, de fidèles monarchistes, se sentent beaucoup plus près que de Maurras et de Léon Daudet qui souhaitent cependant aussi le retour du roi. Avare de ces mots non seulement par pli professionnel de prudence et de réserve, mais aussi parce qu'ils ont plus de prix, offrent plus de nuances aux yeux d'hommes dont les efforts de 10 années pour rapprocher deux pays se résument, se traduisent dans un discours, dans un protocole, par un simple adjectif banal en apparence, mais où il voit tout un monde. Monsieur de Norpois passait pour très froid à la commission où il siégeait à côté de mon père, et où chacun félicitait celui-ci de l'amitié que lui témoignait l'ancien ambassadeur. Elle étonnait mon père tout le premier, car, étant généralement peu aimable, il avait l'habitude de n'être pas recherché en dehors du cercle de ses intimes et l'avouait avec simplicité.
Il avait conscience qu'il y avait dans les avances du diplomate un effet de ce point de vue tout individuel où chacun se place pour décider de ses sympathies et d'où toutes les qualités intellectuelles ou la sensibilité d'une personne ne seront pas auprès de l'un de nous qu'elle ennuie ou agace une aussi bonne recommandation que la rondeur et la gaieté d'une autre qui passerait, aux yeux de beaucoup, pour vide, frivole et nulle. De Norpois m'a invité de nouveau à dîner. C'est extraordinaire. Tout le monde en est stupéfait à la commission où il n'a de relations privées avec personne. Je suis sûre qu'il va encore me raconter des choses palpitantes sur la guerre de 70. Mon père savait que, seul peut-être, M. de Norpois avait averti l'empereur de la puissance grandissante et des intentions belliqueuses de la Prusse, et que Bismarck avait pour son intelligence une estime particulière. Dernièrement encore, à l'opéra, pendant le gala offert au roi Théodose, les journaux avaient remarqué l'entretien prolongé que le souverain avait accordé à M. de Norpois. Il faudra que je sache si cette visite du roi a vraiment de l'importance, nous dit mon père qui s'intéressait beaucoup à la politique étrangère. Je sais bien que le père Norpois est très boutonné, mais avec moi, il s'ouvre si gentiment. Quant à ma mère, peut-être l'ambassadeur n'avait-il pas par lui-même le genre d'intelligence vers lequel elle se sentait le plus attirée. Et je dois dire que la conversation de M. de Norpois était un répertoire si complet des formes surannées du langage particulières à une carrière, à une classe et à un temps qui pour cette carrière et cette classe-là pourrait bien ne pas être tout à fait aboli, que je regrette parfois de n'avoir pas retenu purement et simplement les propos que je lui ai entendu tenir. J'aurais ainsi obtenu un effet de démodé, à aussi bon compte et de la même façon que cet acteur du Palais Royal à qui on demandait où il pouvait trouver ses surprenants chapeaux et qui répondait « Je ne trouve pas mes chapeaux, je les garde ». En un mot, je crois que ma mère jugeait M. de Norpois un peu vieux jeu, ce qui était loin de lui sembler déplaisant au point de vue des manières, mais la charmait moins dans le domaine sinon des idées, car celle de M. de Norpois était fort moderne, mais des expressions. Et seulement, elle sentait que c'était flatter délicatement son mari que de lui parler avec admiration du diplomate qui lui marquait une prédilection si rare. En fortifiant dans l'esprit de mon père la bonne opinion qu'il avait de M. de Norpois, et par là, en le conduisant à en prendre une bonne aussi de lui-même, elle avait conscience de remplir celui de ses devoirs qui consistait à rendre la vie agréable à son époux, comme elle faisait quand elle veillait à ce que la cuisine fût soignée et le service silencieux. Et comme elle était incapable de mentir à mon père, elle s'entraînait elle-même à admirer l'ambassadeur pour pouvoir le louer avec sincérité. D'ailleurs, elle goûtait naturellement son air de bonté, sa politesse un peu désuète et si cérémonieuse que quand, marchant en redressant sa haute taille, il apercevait ma mère qui passait en voiture, avant de lui envoyer un coup de chapeau, il jetait au loin un cigare à peine commencé. Sa conversation si mesurée, où il parlait de lui-même le moins possible et tenait toujours compte de ce qui pouvait être agréable à l'interlocuteur. Sa ponctualité tellement surprenante à répondre à une lettre que, quand venant de lui en envoyer une, mon père reconnaissait l'écriture de M. de Norpois sur une enveloppe. Son premier mouvement était de croire que, par mauvaise chance, leur correspondance s'était croisée. On eût dit qu'il existait pour lui, à la poste, des levées supplémentaires et de luxe. Ma mère s'émerveillait qu'il fût si exact, quoique si occupé, si aimable, quoique si répandu, sans songer que les quoique sont toujours des parce-que méconnus et que, de même que les vieillards sont étonnants pour leur âge, les rois pleins de simplicité et les provinciaux au courant de tout, c'étaient les mêmes habitudes qui permettaient à M. de Norpois de satisfaire à tant d'occupations et d'être si ordonné dans ses réponses, de plaire dans le monde et d'être aimable avec nous. De plus, l'erreur de ma mère, comme celle de toutes les personnes qui ont trop de modestie, venait de ce qu'elle mettait les choses qui la concernaient au-dessous et par conséquent en dehors des autres. La réponse qu'elle trouvait que l'ami de mon père avait eu tant de mérite à nous adresser rapidement parce qu'il écrivait par jour beaucoup de lettres, elle l'acceptait de ce grand nombre de lettres dont ce n'était que l'une.
De même, elle ne considérait pas qu'un dîner chez nous fût pour Monsieur de Norpois un des actes innombrables de sa vie sociable. Elle ne songeait pas que l'ambassadeur avait été habitué autrefois dans la diplomatie à considérer les dîners en ville comme faisant partie de ses fonctions et à déployer une grâce invétérée dont c'eût été trop lui demander que de se départir par extraordinaire quand il venait chez nous. Le premier dîner que Monsieur de Norpois fit à la maison, une année où je jouais encore aux Champs-Élysées, est resté dans ma mémoire. Parce que l'après-midi de ce même jour fut celui où j'allais enfin entendre la Berma en matinée dans Phèdre. Et aussi parce qu'en causant avec Monsieur de Norpois, je me rendis compte tout d'un coup, et d'une façon nouvelle, combien les sentiments éveillés en moi par tout ce qui concernait Gilberte Swann et ses parents différaient de ceux que cette même famille faisait éprouver à n'importe quelle autre personne. Voilà, c'est là-dessus que nous allons nous arrêter. C'était donc le commencement d'À l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous invite bien évidemment à nous retrouver sur les réseaux sociaux, #VBN. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt sur notre chaîne pour de nouvelles aventures littéraires. Passez une excellente nuit si vous vous couchez, une très bonne journée si vous vous réveillez.